Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 8e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme ce soir, retour sur les sorties Urban Comics du mois d'avril. On jettera également un petit coup d'œil sur les sorties qui nous font de l'œil pour le mois à venir. Et enfin, la seconde partie de ce podcast sera dédiée à notre débat du jour, dont le thème sera « Quels artistes ont marqué l'histoire de Batman ?» Pour m'accompagner ce soir, deux rédacteurs du blog avec Aline Drake. Bonjour. Et Andrézy. Bonjour. Mais aussi un invité que vous avez déjà connu sur un précédent podcast, le youtubeur Le Coin Comics. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Qu'on appellera ce soir Monsieur Ludo. Ouais, Ludo suffira, finalement. Ah, moi tu m'as demandé de t'appeler Monsieur Ludo, je t'appelle Monsieur Ludo, Ouais. Tu vois. Va pour Monsieur Ludo, ça va. Monsieur Ludo, ok, ça fait un peu Monsieur Patate, mais version... Un petit peu, ouais. Alors pour commencer, on va partir sur les comics qui sont sortis le mois dernier chez Urban. Aliénor, est-ce que tu peux nous parler de Detective Comics tome 3? Oui, donc Détective Comics. Alors je l'ai lu il y a un moment, hein. Ouais, Mais, vas-y, je te laisse te replonger dedans. Voilà. Mais moi j'avais bien aimé, en fait, le tome 3 se concentre sur Orphan. Donc voilà, la jeune combattante un peu mystérieuse et muette quasiment de Batman. C'est Et ça. à la fois sur son origine, sur justement qu'est-ce qui l'a rendue comme ça, et puis qu'est-ce qu'elle ressent surtout. C'est assez profond psychologiquement, avec tout un parallèle avec la danse que j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, comme elle ne peut pas s'exprimer par la parole, elle s'exprime par le corps, d'où le combat. Et comme elle ne veut pas tuer, elle découvre que le meilleur moyen pour elle de faire la même chose, c'est de danser, en fait, et c'est très beau. Donc voilà, une très belle histoire en fait qui se plonge vraiment dans la psychologie d'Orphan et avec de belles scènes de combat aussi. Voilà, un rapport aussi entre Batman et Orphan, et puis Orphan et la Bat-Famille aussi, ainsi que sa mère et ses parents. Ouais. Je sais pas si on peut donner ouais, c'est ça. On va éviter de spoiler l'identité de sa mère, même si c'est dévoilé très vite dans le récit, au bout de bien sûr. deux chapitres, on sait qui c'est, mais Ouais. Mais bon, on va pas le dire. c'est ça. Donc voilà, moi ça m'avait laissé une bonne impression. Ouais, clairement, Detective Ouais. Comics, je pense que tous les deux, on aime bien depuis le début de la série, la série Rebirth. Ça Exact. fait, c'est super intéressant. Moi, j'adore ce que fait James Tynion Ford. Et du coup, clairement là, ça continue dans une bonne lancée, et il arrive à apporter une profondeur au personnage, comme tu disais, de Cassandra Cain, alias Orphan, je sais pas comment on dit. Ouais, moi je dis Orphan. Qui est super intéressante, quoi. Mm. Du coup, bon, moi j'en ai fait la review, je vais éviter de m'étaler sur le sujet parce que du coup il y a la review qui est retrouvée sur le blog, mais je te rejoins totalement sur ce récit-là. Il y a un autre récit qui concerne également l'histoire de jeunes garçons de l'univers d'ici, c'est Super Sons. Je sais que tu l'as lu, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, Super Sons, il est super. Désolée pour la répétition. Mais il est vraiment chouette. En fait, c'est une histoire vraiment très drôle. Enfin voilà, Super Sons, faut le lire avec détente. Faut pas chercher non plus de la profondeur justement à ce niveau-là. C'est très drôle. En fait, ça raconte. Comment il s'appelle, Damian Wayne, donc va chercher Superboy, va chercher John Kent pour résoudre un petit problème avec comment il s'appelle, j'arrive pas à retrouver mes mots là, mince, Luthor, voilà, avec Luthor, et donc sauf que John il est pas très motivé, quoi. En fait, on ressent exactement le caractère opposé des deux petits gamins. Mais est-ce qu'on retrouve, parce que moi je l'ai pas lu cette série, mais est-ce que ça fait pas un petit peu trop écho à la relation qu'entretient les deux pères au final, tu vois, John et Damian, et Batman et Superman, tu vois? C'est-à-dire que le grincheux ouais. et le... Ouais,
C'est exactement ça, surtout qu'en fait, par exemple, ils arrêtent pas de dire, enfin surtout Damien, hein, qui arrête pas de dire ouais ton père il est comme ça, mon père il arrête pas de dire que ton père il est comme ça, tu lui ressembles, nanana, et puis l'autre il lui réplique ouais bah comme le tien aussi, t'es exactement en plus, pareil. D'accord, il joue carrément avec ça, ok. Ouais, en fait c'est surtout ça. On voit pas trop les deux pères, c'est contrairement au Batman, au Superman Rebirth numéro 2 que j'ai lu, où c'est aussi pareil, c'est un peu, j'avais peur que Superman soit un peu la même chose. C'est aussi un combat un combat et une sorte de jeu entre les deux gamins dans Superman Rebirth. Et il y a plus là, on voit plus l'intervention des parents, on voit plus l'héritage des parents. Là, mis à part, on voit pas trop Batman et Superman. On le voit que dans le discours des gamins. Ouais. Et bon, par contre, je fais écho à ce que disait Alexandra, que Damien l'énervait particulièrement. Je pense qu'ils ont un peu trop misé sur l'énervement que provoque Damien, parce que c'est un peu exagéré, quoi. D'accord. Voilà, à la fin, c'est tête à claque x10, quoi. Voilà, c'est tête à claque puissance 10. Déjà que c'était une tête à claque bonne, mais alors là, si vous l'aimez pas, faut pas le lire, quoi. Okay. Moi, je trouve ça très fort, moi, ce qu'ils ont fait sur justement Superman et Batman, et surtout l'opposition de la vision de deux pères de famille qui élèvent leur petit garçon, en fait. C'est un peu, comme tu dis, surjoué par moment, mais moi je trouve ça quand même très fort ce qu'il a fait. Ah bah ouais. Bah ce qu'on ressent plus, c'est que en fait Batman et Superman ont été différents et le sont, mais ils essayent eux de se concilier, de concilier leurs méthodes, etc., de s'allier, et ils ont conscience en fait de leurs différences. Tandis que Damian et Superboy sont encore trop jeunes, donc ils ont conscience de leurs différences, mais ça les embête, ça les empêche vraiment de travailler ensemble, quoi. Exactement. Et c'est assez drôle, alors que Batman et Superman, même s'ils ont eu des déboires à cause de leur caractère totalement opposé, ils profitent de cette différence pour gagner ensemble. Mais tandis que les deux gamins, là, c'est vraiment... c'est encore des minots. Ouais, ils savent vraiment pas y faire. L'autre, c'est vraiment une tête à claque. Il n'y a que le rapport au père qui est exploré, ou il y a le rapport aux mères aussi? Parce que même les pères sont de tempérament et de nature très différentes, mais les mères également. Oui, les mères également, mais c'est moins exploré. Enfin, ça, c'est sous-entendu, quoi. Le Damian, bon, dit effectivement que sa mère l'a élevé comme ça. Enfin, son caractère vient de sa mère, hein, vient un peu de son père, mais ça a été amplifié par sa mère. Tandis que Jonathan est beaucoup plus raisonnable, comme ses deux parents, j'allais dire. Et en même temps, sa mère a du caractère aussi. Ah oui, bien sûr. John. Donc ça, on ressent ça aussi, parce que John n'hésite pas à tenir tête. Bon, même si par moment il se laisse faire un petit peu, il n'hésite pas quand même à tenir tête à Damian, quoi. Et puis c'est un peu parce qu'il le veut bien aussi. Mais donc voilà. Non, c'est une histoire vraiment très plaisante, très drôle. En plus, c'est en 2 tomes. Donc là, il y a que le 1 qui est sorti. Donc voilà, si on achète ça, par exemple, bah c'est bon, on n'investit pas pour longtemps. Là, pour le coup, voilà, je l'ai acheté, quoi. Donc manque de peau, j'en ai pas encore refait la review. Mais si je la fais, je pourrais pour une fois me prendre en photo avec. Mais voilà. Mais voilà, c'est pas un investissement, c'est très plaisant. Les dessins est chouette. Voilà, j'aime bien. Ok, non, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens en parler quand on est en convention. Là, ces dernières semaines, on a fait pas mal de conventions, etc. Et beaucoup de gens en parlent, ou plutôt en bien aussi. Du coup, je me demandais si vraiment ça peut valoir le coup de s'intéresser vraiment à cette série, ou si elle reste quand même, tu vois, superflu, quoi. Si, ça vaut le coup. C'est vraiment chouette. Hein. C'est un très bon divertissement, quoi. C'est super bien fait, l'intrigue est chouette, il y a des rebondissements. Non, c'est vraiment simple. Et puis c'est drôle, quoi. C'est vraiment drôle. Okay. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. D'accord, ok, ça marche. Tu m'as convaincu. Alors, et si on rentrait du coup un peu plus dans le vif du sujet, dans un comics qui fait un peu débat auprès des fans, parce que certains adorent, d'autres détestent. Il fait guise d'introduction à une grosse série qui est en cours actuellement aux US. Je parle bien sûr de fameux Badge, le fameux DC Universe Rebirth, le Badge, tel est son nom.
Et Waouh, ça fait peur, quoi. ça fait peur, putain. Et donc c'est vrai que du coup on se retrouve avec une série. Donc là c'est un petit bouquin, il est pas très gros, hein, il n'y a que 4 chapitres dedans. 2 chapitres écrits par les auteurs de la série Batman, donc Tom King, pour l'écriture du scénario, et pour les 2 autres, c'est 2 numéros des auteurs de Flash. Et là j'ai plus son nom en tête. C'est Tom King aussi. Ouais, ah oui, le Flash. Carmine Di Giandomenico, non? Non, ça c'est le dessinateur, pardon. Non, c'est Williamson. Ah oui, exactement. Exactement. Voilà. Joshua Williams. Tout à fait. Ouais, exact. Et il y a aussi Tom King. Ouais, il y a Tom King parce que du coup il signe les 2 numéros Batman sont signés Tom King et les 2 numéros Flash entre guillemets sont signés Williamson. Visiblement le Flash, là j'ai le Flash parce que comme j'ai en casque, et il y a aussi Tom King qui fait partie du numéro 22 en fait. Ouais. Mais bon, bref, c'est c'est une OK, ça va. Non mais ça va, t'as le droit de dire que je me trompe, hein, tu sais. Non mais je viens de voir ça. Je peux dire des conneries, j'en dis souvent d'ailleurs. Et donc du coup c'est vrai que ça lance un grand débat sur du coup déjà la licence Watchmen, parce qu'il y a plein de gens du coup. Justement on avait ce débat là avant le podcast, on peut du coup peut-être embrayer dessus. C'est que le récit il plaît à beaucoup de gens et il déplaît à beaucoup de gens également. Il divise un petit peu. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de références dedans, faut le dire. Je pense que pour lire ce crossover, il faut avoir une petite connaissance de l'univers Watchmen, mais aussi de tout ce qui s'est passé un petit peu dans les New 52 au niveau de DC, et notamment de son point d'entrée dans les New 52, c'est-à-dire Flashpoint. Ouais. Parce que là, clairement, je pense que c'est pas un secret, tout le monde le sait, l'apparition de Thomas Wayne. Comme dans Flashpoint, on a plein d'éléments comme ça qui font référence à Flashpoint, et du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile à appréhender, et on peut un petit peu s'y perdre, et ça peut devenir vite brouillon si on n'a pas tout ça en tête et qu'on lit le truc détaché de tout le reste, quoi. Ouais, je pense même on ne peut pas le lire si on n'a pas lu Flashpoint et si on n'a pas lu ou pas connaissance par le film de Watchmen, quoi. Parce que déjà rien que la fin, enfin, si on connaît pas Watchmen, on comprend pas. Ouais, on ne comprend pas. Mais ok. Et puis voilà, et puis même Flashpoint est prédominant dans le badge, hein, donc on peut pas comprendre si on n'a pas lu ça. Hein. Ça c'est clair. Ouais, carrément. Après, niveau dessin, je trouve ça top. Moi, j'adore Fabok, de toute façon. Ah ouais. Le dessin est vraiment super, moi. C'est très très beau. Et alors après, on a sorti la review sur le blog, donc j'invite tout le monde à aller voir la review d'Alexandra sur le blog pour plus de détails, mais parce que on va essayer d'être bref, sinon on va tenir un podcast qui va faire 3 heures. Mais moi, je comprends pas trop que les gens qui ont pas trop aimé, parce que je trouve ça super intéressant. Il y a plein de références, il y a plein de. C'est super beau, c'est court. Alors après, c'est sûr qu'on peut, par contre, lui reprocher une chose, c'est que ça fait un peu long. C'est que c'est court pour un récit dans son intégralité, c'est un peu court. Et c'est en même temps un peu lent pour juste une introduction à une autre série, quoi. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est reproché principalement, c'est que ce soit très court, en fait. Mais en fait, la suite viendra, quoi. C'est surtout pour la suite. C'est vrai que ça laisse un peu sur sa fin parce que c'est court, quoi. Mais en même temps, c'est très bien fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que pour un court récit, il y avait énormément de choses. C'est quand même intense, ouais. Ouais, il y a de l'émotion, il y a de très bonnes choses, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va quitter le badge. On va aller faire un autre grand nom de l'univers de Batman et de DC et des comics vers Grant Morrison. Parce que Urban a ressorti donc les Grant Morrison dans leur version intégrale. Et on a le premier tome qui est sorti le mois dernier, qui, alors si je me trompe pas, parce que moi je l'ai pas acheté, du coup j'avais déjà les anciens, mais la nouvelle version elle fait genre 550 pages, non, quelque chose comme ça, intégrale. C'est le tome 1 et 2, non? Alors, je sais pas si c'est 1 et 2 ou 1, 2, 3 ou...
2,5, ça va du fils de Batman à Batman RIP. Ouais. Je l'ai en main là. Ouais. Et alors, ça va jusqu'à Batman RIP. Ok, ouais, ça doit être 1 et 2, ouais. Ouais, ça doit être les 2 premiers tomes qui étaient sortis à la base, alors. Alors là, ils disent à l'arrière, à la fin du bouquin, ils dévoilent ce qu'ils vont publier. Et donc, effectivement, c'est le tome 1 et tome 2. Ok, ouais, c'est ça. Donc, ça va faire ensuite, 2 fois moins de bouquins, au final. Voilà, il y en a que 4 en tout. 4 au lieu de 8, ouais. Ok. Ouais. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font, parce qu'en plus, c'est un prix super intéressant par rapport au nombre de pages et à la qualité du c'est du ça bouquin. qui est bien, ouais. Parce que ça coûte une fortune sinon, quoi. C'est pour ça que je l'avais jamais acheté avant, hein. Parce que 8 tomes, voilà, quoi. Tandis que là, un tome, il coûte, je sais plus, 28, je crois, euros, non? je crois. Ouais, 28, ouais. Et c'était, pour 550 pages, c'est quand même super intéressant. C'est clair. Moi, je trouve ça super intéressant. Et, alors, du coup, je vais te laisser la parole pour nous en parler de ce... Parce que moi, franchement, ça remonte à trop loin. J'ai pas eu le courage de reprendre tous les Grant Morrison parce qu'il y a plein d'autres trucs aussi. Mais du coup, j'aimerais bien que tu rafraîchisses la mémoire par la même occasion sur les débuts du run Grant Morrison. Alors, pour rafraîchir la mémoire, c'est bon, là je pense que tout le monde le sait, c'est dans ce run qu'apparaît pour la première fois véritablement Damian Wayne. La tête à claque. Il était voilà, la tête à claque. Donc il était déjà apparu un peu, j'avais lu moi déjà un Batman où il faisait mention, c'est le fils du démon, je crois. Où il apprend que Talia est enceinte, mais on voit pas Damian ni rien, quoi. Non. C'est ça, on voit pas Damian. Donc là, il apparaît, donc c'est la petite tête à claque qui me connaît. Il arrive, il dit à son père, je vous croyais plus grand, ou je sais pas quoi. Donc, enfin bref, en fait, tu m'impressionnes pas du tout, papa, quoi. C'est ça. Et puis, et donc, alors moi j'ai trouvé ça formidable, quoi. On m'avait dit que c'était un truc de ouf. Alors j'ai été surpris parce que je m'attendais, du coup on m'avait tellement dit que c'était que ça partait dans tous les sens, qu'il avait fumé, que c'était vraiment. Attends, parce que t'as lu que 2 tomes sur 8. Oui, un tome sur 4 du coup. Peut-être, ouais. Parce que c'est après que ça se complique, parce que par la suite, en fait, il essaie de reprendre des anciennes histoires de Batman et notamment du Golden Age ou du Silver Age. Pour les intégrer dans dans l'histoire de Batman, quoi, et c'est de là ça devient compliqué. C'est ce qu'il fait un peu là déjà, mais à ce que j'ai compris. Hein. Ouais. Mais bon, oui, ça part. C'est effectivement très étrange. Entre autres, truc que j'ai beaucoup apprécié, il y a une sorte de roman inséré à l'intérieur où signalant un combat entre le Joker et Batman, où ça fait penser un peu à Watchmen du coup. Ouais. Avec l'histoire des pirates. Ouais, voilà. Non, pas trop ça. Non, pas l'histoire des pirates, mais genre le journal du hibou en fait. Ah oui, non, voilà. de Rorschach. En fait, Rorschach, ouais. Le journal. Non, du hibou. Non, il écrit son journal intime, le hibou. Dans Watchmen, où c'est en fait c'est plus de la BD, c'est du texte. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc voilà. Et c'est pas le journal intime, hein, mais c'est écrit sous forme de roman pas de roman, mais parce que c'est pas long, mais il y a quand même peut-être une vingtaine de pages. Donc ça, j'ai beaucoup aimé la différence de forme. Je me rappelle pas de ça. Bref. Ouais. Bah si. Ouais, non mais. Et c'est super intéressant en fait, effectivement, les clins d'œil qu'il fait à d'anciens comics. Du coup, ça permet de découvrir des choses. Il crée des méchants qu'on connaît ensuite, enfin par la suite. Mais voilà, c'est dans ce comics, c'est dans le tome 1 et 2 qu'il les crée, notamment le Dr Hurt en fait, Simon Hurt. Ouais. Voilà, c'est un truc un peu hallucinogène, effectivement, avec Bruce Wayne qui fait une sorte de traitement qui simule sa mort. Pour entrer dans un état second et puis permettre ainsi de vaincre ses ennemis. Enfin, c'est un truc complètement ouf et qui est trop bien, quoi. C'est génial. Enfin, tout le monde peut ne pas aimer, hein, forcément, effectivement. Oui, ça, il y a
Bon, il y a quand même dans la globalité les gens quand même accrochent au run, au run de Morrison, mais c'est vrai qu'il est complexe quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans tous les sens. Il faut s'accrocher quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je connais un gars là avec qui je discutais, lui, il a abandonné quoi. Mais, il me disait j'ai rien compris. Mais voilà, ouais, faut s'accrocher quoi. Faut aimer ce genre de. Moi, j'aime tout ce qui part en vrille, donc ça me dérange pas. Mais voilà, faut pas être rationnel pour lire ça. Ouais, non, c'est vrai. Mais en général, il faut soit prendre un Doliprane, soit prendre autre chose. Voilà. Une plante naturelle ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, on va pas faire. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré morceau. Bref, plante naturelle. Oui, tout à fait, une plante verte, naturelle. Ouais. Il y a de plus ça. Et donc, je disais que on va quitter Grant Morrison et on va parler d'un autre encore grand artiste qui lui n'est plus de ce monde, et c'est Len Wein, puisqu'il fait partie de l'hommage rendu dans le dernier récit complet d'Urban. Du coup, toi tu l'as lu, Aliénor, tu peux nous en dire. Moi j'ai lu la moitié là, c'est-à-dire la première histoire, parce qu'il y a trois histoires dedans. Moi j'ai lu la première qui fait pratiquement la moitié du récit complet. C'est vachement intéressant. Moi j'adore retourner un petit peu dans ces dessins un peu old school de Jim Aparo, et ce dialogue tellement années 70 là, j'adore ça. C'est super. Alors je sais que Ludo il aimerait pas, parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il aimait pas les récits qui étaient au-delà des années 2000, mais il est trop jeune, c'est normal, c'est pour ça, il est trop jeune, c'est un petit jeune. Mais franchement, moi j'ai adoré en tout cas la première histoire. On revient vraiment à la racine du personnage, à le côté détective, côté un petit peu sombre détective de Batman. Enfin bref, je te laisse nous expliquer un peu plus la globalité du récit. Ouais. Donc en fait, Len Wein, effectivement, alors moi j'ai découvert ce scénariste. Alors déjà, le dessin c'est Jim Aparo. Moi j'adore, moi j'aime bien ces dessins grandiloquents, Jim Aparo et Neil Adams, qui sont un peu de la même période. Ouais, c'est ça. Jim Aparo arrive un peu plus tard sur Batman. Un peu plus tard, ouais. Oui, Neil Adams c'est un peu avant, c'est début des années 70 quoi. Mais j'adore ce style de dessin très grandiloquent et tout comme le discours de Len Wein, je sais pas comment on prononce. Len Wein, ouais, je sais pas trop non plus. Ouais, ça fait penser à Bruce, mais voilà. C'est vrai. Et donc en fait, alors j'ai adoré. Donc la première histoire, c'est Batman en fait devient meurtrier. Voilà, on n'en dit pas plus parce que c'est très particulier. On a du mal, on se demande comment il va se dépêtrer de ce truc. Batman a commis un meurtre. Voilà. Et c'est une évidence en fait. Il a tué quelqu'un. Voire deux. Donc ça reprend le podcast de la dernière fois du coup. Hein. C'est ça, exactement. Oui, exact. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu le récit complet, fait cette première histoire. Je me suis dit putain, c'est exactement ce dont on parlait dans l'ancien podcast. Ouais. Du coup, il tue Robin avec une grosse batte en fer ou pas? Non. Ah non. Un pied de biche? Non. Ah non, à l'ancienne avec un pistolet, à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, vraiment avec un pistolet, le truc improbable quoi. Et en plus, la personne qui tue, c'est aussi improbable. Donc je vous dis pas qui. Mais voilà, donc c'est le truc hyper dramatique. Alors Len Wein, en fait, ce qui est formidable, c'est d'un dramatisme accentué, enfin grandiloquent, c'est génial, avec rien que les explicatifs des scènes. Si je peux me permettre juste un petit exemple, parce qu'il y en a à chaque case. Mais si je trouve rien que le début quoi, si on regarde le descriptif dans la nuit noire, enfin voilà, car ce soir comme toujours l'ombre du croisé à la cape s'étend comme une nappe de nuages sur l'immense métropole, et encore ça c'est que dalle hein. Mais c'est très grandiloquent, c'est très un discours vraiment sensationnel, on se croirait dans un film noir sombre. Je te sens bien parti là, tu nous le lis en entier ou pas du coup? Ouais.
Mais non, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore. En fait, j'ai adoré. Et on pourrait faire une rubrique les lectures d'Aliénor. Tu Ouais. sais, Exactement. Et donc, En ASMR. Non, mais tellement. c'est génial, c'est vraiment extraordinaire en fait. Moi j'ai adoré quoi. Et il y a que des histoires dramatiques comme ça. En plus, il y a dans la dernière histoire, il aborde toutes les origines de plein de personnages de Batman. Et en plus, et c'est très psychologique. Batman est complètement dépassé, il sait pas. Et enfin voilà, c'est énormément dans le drame, dans la psychose, dans la grandiloquence. C'est génial. J'adore. Ouais, c'est vrai que Alors, c'est... je l'ai pas lu, mais d'une part, ça me donne vraiment envie de le lire. Et d'autre part, ça me donne envie aussi de faire un rapprochement avec un autre personnage qui joue au détective, qui a plusieurs identités, etc. Et qui a aussi le même rapport à la mort Tu penses à qui? et au dramatique, à Arsène Lupin. Ah oui, d'accord. Ok, je Ah sais oui. pas du tout. Ok. Ouais, mais quand tu vois les origines et les inspirations du personnage de Batman, on en parlait il y a pas longtemps, mais quand tu lis 813 par exemple, qui commence par un véritable carnage et où tout le monde se dit Arsène Lupin a tué, et finalement c'est le seul roman dans lequel effectivement il va tuer quelqu'un, tu retrouves un peu les mêmes ressorts dramatiques. Ouais. Et en particulier aussi les mêmes comment dirais-je, les mêmes failles psychologiques que tu peux trouver dans Batman. Et moi, Ah, des fois, ouais. je m'amuse à faire des parallèles entre les deux personnages. Parce que Mais c'est vrai que Lupin c'est, est un personnage beaucoup moins futile que ce qu'on le fait apparaître dans les séries ou dans les films. Et le parallèle entre les deux, parfois, il peut être intéressant. Ouais, c'est clairement... ils ont un petit peu le même rôle dans leur récit, donc c'est vrai que tu peux vachement les rapprocher, comme tu disais, et faire le parallèle entre ces deux persos sur, je pense, beaucoup de séries. Et ça, c'est vrai que j'avais jamais vu avec Arsène Lupin, je pensais pas vraiment, mais ouais, c'est vrai que quand tu le dis, maintenant que tu le dis. Et pour revenir du coup au récit complet, Andrézy, si tu veux enfin, parce que du coup, c'est vrai que c'est les récits complets là que tu retrouves en kiosque. C'est 5,90€ et dedans t'as genre 180 pages à chaque fois. Enfin, bref, Urban c'est de la frappe. Alors, on parlait hors antenne de ce que faisait Panini justement actuellement avec Ludo et de l'autre côté avec Urban, bah c'est tout l'inverse quoi. Ouais. Urban, ils ont tout compris quoi. C'est vraiment appréciable. Carrément. Bah là, y a rien à dire au niveau de l'édition. Ils proposent un rapport qualité-prix qui est aujourd'hui imbattable avec une qualité. Non, ouais, carrément. C'est irréprochable. Ce truc qui est chiant, c'est les pochettes plastiques, mais bon, ça c'est un détail. Tu vois. C'est vrai. Je vous propose du coup d'enchaîner avec notre seconde petite partie, c'est sur les sorties du mois à venir. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous fait de l'œil, comme on dirait? Vous voulez que je vous donne un petit peu les sorties qu'il y a de programmées chez Urban? Ouais. Moi j'ai vu ce qui était sorti, mais je sais pas les autres. C'est-à-dire bah vas-y si tu as déjà un truc en tête. Bah il y a plein de trucs en fait que j'attends. Donc il y a Urban qui édite Final Crisis en fait. Ouais. Donc ça peut être pas mal. C'est pas mal lié à Batman aussi. Parce que moi je l'ai pas lu, alors je sais pas si ça avait déjà été édité ou autre. Je sais pas si ça avait, en tout cas pas chez Urban, mais je sais pas si d'anciens éditeurs l'avaient pas déjà sorti, j'ai un doute. Je pense que ça a déjà été fait chez Panini ou autre, mais pas chez Urban. Ouais. Donc c'est encore du Grant Morrison du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a Nightwing qui sort bientôt là cette semaine. Ouais. Donc moi je l'ai déjà lu en kiosque. Et donc voilà. Donc je l'attends pas, mais je l'ai attendu. Ouais. Et enfin, il y a le Rebirth tome 4, Batman Rebirth tome 4. Ouais, carrément. Alors là, du coup, ça se passe durant l'an 0 en fait de Snyder. Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc c'est un petit saut dans le temps, mais ça a l'air sympa aussi, c'est vrai. Moi j'attends ça avec impatience, et un autre truc que j'attends, je crois, encore plus avec impatience, c'est de découvrir, mettre la main sur le Batman Metal, le tome 1. Ah oui, exact. Ouais. Moi c'est ça que j'ai envie de découvrir, et voilà. Du coup, toi Ludo, tu as un truc qui te tenterait chez Urban le mois prochain? Écoute, je suis pas. Si tu peux me faire la checklist des sorties. Ah, parce que checklist, c'est parti. Alors on a Batman, meurtrier et fugitif. Ça aussi, je pense que ça peut être de la bonne frappe. Ça peut être pas mal, ça. Ouais. Comme vous disiez juste avant, oui, la suite de Batman Rebirth me tente parce que c'est une série que j'apprécie. C'est une des seules sur lesquelles moi j'accroche beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler sûrement après lors du débat. Après, en sortie actuellement chez DC, non, je t'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me tente. Je suis pas vraiment à jour en fait, donc je le fais un petit peu à ma sauce, quoi. Tu vois, je viens de t'as raison. Les Superman Rebirth, je le fais un petit peu quand je lis du DC, quoi, parce que pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, vous savez que DC c'est pas forcément le truc que je lis le plus, donc voilà. Mais sinon, il y a des trucs très bien quand même. Non, t'as dit que du coup, quand t'étais dans un podcast Batman Legends, tu lisais que du DC. Exactement, je dis que ici le temps d'une soirée en fait. Ouais, non mais carrément. Andrézy, est-ce qu'il y a un truc à part le récit complet que tu as envie d'acheter du coup de Len Wein? Il y a un truc qui pourrait te tenter là dans les sorties à venir? Pareil que Ludo, hein. Le Batman assassin et fugitif, ça a l'air prenant. Ouais, c'est un truc. Ouais, tu parles de meurtrier fugitif, ça a l'air. Meurtrier fugitif. Ouais, ça a l'air cool. Ça, moi, je pense que je vais me le prendre aussi. C'est un truc à la bonne école là. Greg Rucka, Chuck Dixon, c'est bon quoi. C'est ça, ouais, c'est un grand classique, je pense, qui du coup qu'ils éditent, c'est pas mal, ça c'est bien. Ouais, c'est clair. Ça a l'air un bon truc, un bon polar noir, tu sais. Bref, du coup, voilà, pour les sorties pour le mois prochain, on aura de quoi discuter dans le prochain podcast. On va enchaîner avec notre débat du jour. Vous avez révisé vos auteurs préférés, c'est bon? Oui. Parce que du coup, ouais, je sais que vous faites vos devoirs toujours comme il faut. Du coup, on va passer à ce débat qui est quels artistes. Alors quand je dis artistes, moi je pense aux dessinateurs, mais aussi aux scénaristes. On va englober un peu tout le monde pour tous ces auteurs et ces dessinateurs qui ont marqué l'histoire de Batman. J'ai envie de dire, on va passer la parole du coup à Andrézy qui a pas trop parlé sur la partie review, mais qui va se lâcher maintenant dans ce joli débat. Vas-y, je te laisse la parole. Je sais déjà quel est ton préféré parmi tous tes préférés. C'est une évidence. Ouais, déjà vous avez qu'à regarder mon avatar, mais grosso modo, la bascule pour moi de Batman, elle s'est clairement faite avec Miller dans les années 80, pour deux raisons. D'abord parce que c'est vraiment là que je l'ai découvert, et au fond j'ai découvert le personnage en lisant The Dark Knight Returns. C'est là que je l'ai découvert au-delà de ce que je pouvais le voir par ailleurs dans certaines apparitions, parce que moi quand j'étais enfant je lisais plutôt Superman Magazine, et donc ça a été une véritable claque. La deuxième chose, c'est que quand je l'ai relu plus tard avec le recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment Miller a amené une dimension politique au personnage de Batman. Ah oui, carrément. Et ça, c'était quelque chose qu'on a très peu fait dans les comics, en particulier dans l'univers DC, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu retrouvé, excusez-moi d'en parler, dans l'univers Marvel avec Civil War, le comic, pas le film, mais... Le film est comique par contre. Ouais, clairement. Ouais. Mais ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant d'amener ça, et c'était peut-être même plus intéressant d'amener cette dimension politique à Batman par rapport à ce qui restait un peu finalement de cette saga-là, qui était au final l'affrontement entre Batman et Superman. Donc il y a cette évolution-là qui m'a marqué. La deuxième évolution, évidemment, est liée à l'ouvrage culte de Morrison,
les fous d'Arkham ou Arkham Asylum, si vous voulez le dire dans ses versions originales, on n'a pas abordé Batman d'un point de vue politique, on l'a abordé d'un point de vue psychologique, pour pas dire psychiatrique. Et Arkham Asylum, c'est vraiment... Et artistique, parce que c'est du point de vue graphisme, c'est un travail extraordinaire, mais ça a aussi été un véritable point d'inflexion dans ce que j'ai pu dire de Batman. Et du coup, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est très propre à Miller de mettre les deux pieds dans la soupe comme ça au niveau politique. Ah oui, qu'à voir ce qu'il a fait aussi. C'est un personnage. Exactement. Carrément. Tiens, tu parlais de Arkham Asylum de Morrison et c'est le dessinateur, j'ai perdu Dave McKean, non? C'est Dave McKean, ouais. Oui, c'est ça. C'est McKean. Pour toi, Andrézy, c'est qui marque le plus? Enfin, quel est le plus fort du récit? Est-ce que c'est Dave McKean et son côté pictural, ou est-ce que c'est l'écriture de Morrison? S'il faut choisir un qui est celui qui relève le plus le récit et qui t'aura le plus marqué dans cette œuvre-là. Je sais, c'est dur, hein, mais... C'est dur, ouais. Mais alors là, moi qui suis fan des scénaristes, je dois dire que quand même le graphisme de McKean, il est gigantesque. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il est tellement novateur par rapport à ce qui se faisait à l'époque que il en est même... parfois même ça le dessert tellement c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont détesté Arkham Asylum parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans le graphisme de McKean. C'est soit tu adores, soit tu détestes. Il y a pas d'entre-deux en fait avec cette œuvre. Clairement. C'est vraiment un truc particulier, quoi. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est une œuvre d'art en fait. C'est même plus un comics, c'est pas un bouquin, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est une œuvre graphique à part entière. Servi par le scénario de Morrison, bien sûr, mais je pense que c'est ce qui en ressort, quoi. Et puis ce mélange de peinture, d'hyper-réalisme, enfin, il y a des choses très intéressantes qui viennent se télescoper. Alors, on a noté Miller, Morrison, déjà, même si on n'a pas parlé de son gros run sur Batman, enfin, si on a évoqué dans la première partie, forcément, avec la publication d'Urban. On a parlé de Dave McKean et son incroyable œuvre picturale sur Arkham Asylum. Ludo, est-ce que tu peux nous citer un autre auteur qui, pour toi, a marqué l'histoire de Batman? Bien sûr. Là justement j'étais en train de réfléchir à peut-être ce qui m'a le plus marqué. Je dirais on va parler de Killing Joke avec Alan Moore et Brian Bolland. Ouais, même si c'est sur l'univers de Batman à proprement parler vraiment. Je dirais bien sûr Alan Moore qui est un gros classique, mais je dirais peut-être que ce qui m'a le plus marqué dans ce comics au final c'est les dessins de Brian Bolland, et j'irais même plus loin, je dirais la colorisation en fait de Brian Bolland, parce que moi j'ai la version d'Urban Comics qui a été donc colorisée par Brian Bolland lui-même, qui a colorisé ses dessins, ce qui n'était pas le cas avant. Je sais pas par qui. Ouais, il y a eu plusieurs éditions colorisés, mais et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ce comics là que j'ai sous les yeux, ce qui m'avait énormément marqué dans sa lecture, c'est que c'est un comics qui est que je vais pas représenter parce que je pense que beaucoup de personnes le connaissent. C'est ces scènes de flashback qui étaient colorisées en noir et blanc, avec à chaque fois un seul détail qui ressort sur chacune des scènes. C'était un bol de crevettes, c'était le casque de Red Hood, et c'est des choses qui font que c'est un comics qui, pour moi, a vraiment marqué un tournant. Puis en plus l'histoire a coupé le souffle tout simplement parce que on revient, comme tu disais juste avant, sur un petit peu aussi le côté folie de Batman, avec le fait que au final à la fin du bouquin on se rend compte qu'il est peut-être aussi fou que le Joker, même si je vous laisse découvrir tout ça, et surtout cet aspect assez sombre qui fait que Batman serait pas Batman sans le Joker, ça on le sait déjà aussi, mais c'était tellement bien fait que c'est un comics qui m'a énormément marqué et qui aujourd'hui fait partie de vraiment de mes, voire mon comics préféré, ou en tout cas celui que j'ai préféré lire. Après au niveau du dessin, j'en cite un deuxième parce que clairement aujourd'hui il est dans mon top 3 des dessinateurs préférés. Aujourd'hui mes 3 dessinateurs préférés c'est Humberto Ramos, Andrea Sorrentino et Greg Capullo. Greg Capullo pour moi c'est un génie tout simplement. Il est fort. C'est subjectif complètement, mais moi ce qu'il a fait sur son run avec Snyder, j'ai trouvé ça totalement hystérique, c'était extraordinaire.
que ce soit dans La Cour des Hiboux, dans toutes les autres séries. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'était dans l'an 0, deuxième partie, quand tu retrouves ce Gotham sous toute cette herbe, ce Gotham un petit peu dévasté là. C'était extraordinaire et c'est vraiment pour moi un artiste qui, même s'il est beaucoup plus récent que les artistes qu'on a cités jusqu'aujourd'hui, a marqué en 9 tomes l'univers de Batman, qu'on le veuille ou non, avec un trait extraordinaire. Il y a des récits, tu vois, je pense à par exemple Batman Metal qui va arriver, j'ai envie de le découvrir, mais presque c'est pas pour Snyder, mais c'est pour Capullo, quoi. Tu vois. Exactement. Ouais, Snyder est excellent, il a fait des choses très bonnes, d'autres moins bonnes. Il a, pour moi, le petit défaut de mal terminer ses histoires pour la plupart du temps. Mais pour moi, vraiment, ce qui m'a plu dans ce run, c'était Capullo, quoi. Quand tu lis la scène dans le labyrinthe ou dans la cour des hiboux, que tu retournes ton bouquin quand t'es en train de le lire, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit putain, mais c'est mal imprimé. Il y a un problème. Je te jure. Je vais ramener mon bouquin, les gars. Non, mais c'était limite ça. J'étais là, mais c'est mal imprimé, on lit à l'envers. Et en fait, ça te montre un petit peu la folie qu'il y a dans Batman. Et c'est un sujet qui est, en fait, dans tous les comics iconiques de Batman, si on regarde bien, la folie de Batman est omniprésente dans tous. Enfin, la folie, du moins, cet aspect un petit peu sombre. Ouais, c'est ça, un petit peu névrosé qu'a Batman. Il est présent dans tous les grands classiques de Batman et c'est ce qui est le plus beau, je trouve. C'est ce qui fait le personnage aussi, qui fait la force du personnage, en fait. C'est qu'il est, on sent qu'il y a quelque chose derrière cette cape et cet homme qui veut juste sauver la ville. On sent qu'il y a un manque à combler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que là, on est parti sur des auteurs, j'ai envie de dire plutôt récents, du coup. C'est-à-dire, plus vieux, c'est 87, quoi. 86. Mais personne n'a évoqué Bob Kane, Bill Finger par exemple. Ils ont pas marqué l'histoire de Batman, on s'en fout. Je l'avais prévu celle-là, mais effectivement, on aurait dû commencer par eux. Mais des fois, on pourrait rajouter Jerry Robinson aussi, du coup, tant qu'on y est. Ouais, mais après je me dis que quelque part le personnage il aura échappé. Ah oui, mais carrément, oui. Même s'il y a quand même, il aurait échappé, mais quand même, je pense notamment au travail de Bill Finger, il y a beaucoup de choses qui sont restées, quoi. De son travail à lui. Ils ont posé les bases, quoi. Toutes les bases, elles sont de lui, quoi, pratiquement. Bah d'ailleurs, à ce sujet-là, moi j'ai trouvé un petit trésor dans la bibliothèque de ma ville. Ils ont une réimpression de plusieurs Batman en un seul volume de Bill Finger. Ah bon? Ouais, c'est un vrai petit trésor. Tu l'as pas mis dans ton sac, t'es pas parti discretos par la porte de derrière et Étant donné que je suis moi-même bibliothécaire, tu vois, j'ai un petit scrupule à ne pas faire ça. Déjà que je suis la première à rendre mes livres avec un mois de retard. Mais non, du coup, ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il reste ça dans cette bibliothèque. J'ai pas encore lu. Et ouais, non, c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées après. On n'en trouve pas énormément. On peut en trouver peut-être un petit peu dans Batman Anthology, des choses comme ça, mais oui, c'est ça. Ouais. Ça reste quelques histoires à droite à gauche, quoi. Mais récemment, en termes de publication, il n'y a pas de vieilles histoires comme ça, des premières histoires de Batman, quoi. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que du coup là, les récits complets, ils commencent à faire ça. Ils remontent un petit peu le temps. Alors ils remontent au fur et à mesure. Là, on est dans les années 70. Je pense qu'on va remonter à plus anciens et ce serait une très bonne idée en fait. Ouais, ça serait cool de redécouvrir un petit peu les histoires qui ont fait la base de personnages de Batman. Alors, du coup, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, enchaîner sur un autre auteur qu'il adore? Moi, j'en ai plein en tête, mais du coup, j'ose pas. Libermejo, ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment marqué Ah non, il n'a pas marqué peut-être. L'histoire de Batman, parce qu'il a fait quoi, une mini-série, quoi. Bah non, il en a fait plus qu'on ne pensait. Ah oui, c'est vrai qu'il en a fait un peu plus. Il y en a plein qui sont pas connus. Alors Batman Noël est connu, Ouais, mais ça reste un petit truc par-ci par-là, quoi. C'est pas un run marquant comme peut l'être le run. Alors, par exemple, tu vois, Team Sale sur Halloween, tu vois.
Ouais, et Jeff Lubb. Et Mais Jeff ça, Lubb. là, clairement, tu es sur de très beaux ouvrages, mais qui n'ont pas forcément fait évoluer le personnage. Parce que Non, typiquement, Lubb et Sale, ils se basent, et C'est d'ailleurs, vrai. ils le revendiquent, ils se basent sur les fondations qu'avait posées ou reposées Miller dans Year One. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, ils ont marqué quand même, hein, Jeff Lubb. Jeff Lubb, Enfin, ça presque a marqué quand même. avec Ça a pas transformé. Silence, Long Halloween, Amère Victoire. Il a fait de gros runs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments qui ont marqué le truc comme peu. Par exemple, j'en prends un autre. On peut le relever pour par exemple Denny O'Neil. Denny O'Neil et comment ça s'appelle Neil Adams. et Neil Adams, voilà, qui eux deux par exemple ont vraiment dans les années 60 contribué à faire revenir Batman dans un univers sombre du côté détective un petit peu comme on l'a vu avec le récit complet là de Len Wayne. C'est un petit peu dans la même trame. Ouais. Eux, ils ont vraiment transformé le personnage. Pour le coup, ouais. Comme Ouais. parce qu'à l'époque, on était quand même sous le Comics Code Authority qui avait fait grand mal à l'industrie des comics. Et c'est un petit peu grâce à eux aussi qu'on a retrouvé un petit peu notre Batman comme on l'aime. Ouais. Ouais, c'est ça quoi. Moi, je suis admirative de son style. Enfin, c'est quand même. Enfin, lui, il marque rien qu'on voit une case de Neil Adams. Elle est marquante quoi. Enfin, Ouais. une Un case petit peu comme Jim Aparo, on en parlait tout à l'heure. Oui. Son c'est style, il est assez reconnaissable. Ouais. Il est vraiment stylisé. Il est profond. Il est émouvant. Enfin, c'est vraiment. Enfin voilà, il a marqué l'histoire de Batman, je pense. À tout jamais. Voilà. Il y a aussi, on peut parler de Jim Starlin aussi, qui a fait pas mal d'histoires avec Jim Aparo, notamment Un deuil dans la famille, qui pour le coup a quand même amené sur comment dire un petit bouleversement dans l'histoire de Batman. Bah, c'est le moins qu'on peut se dire, ouais. Clairement. Et c'est vrai que par contre, on retient pas forcément le nom. Enfin, Jim Starlin, par exemple, j'avais pas retenu. Ah ouais? C'est marrant. Enfin, je sais pas si... Moi, c'est les deux Jim, en fait. Je les appelle comme ça. Ils travaillent souvent ensemble. Enfin, c'est Jim Starlin et Jim Aparo. Tu retrouves souvent sur des récits. Je me demande même d'ailleurs s'ils ont pas participé également à Knightfall. Si, Jim Aparo a fait Knightfall. Mais Starlin, il est plutôt connu pour ce qu'il a fait dans la maison d'édition concurrente. Ouais, oui aussi, ouais. Sur Thanos. Ouais. C'est ça. Moi, je connais un peu moins la maison concurrente, mais... Ah bah, les auteurs qui ont marqué Batman dans la maison concurrente, ils sont moins présents. Après, c'est sûr que, comme tu disais, même si je sais pas du coup si un dessinateur peut profondément faire évoluer un personnage juste en dessinant sans un scénario qui suit, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais non, du coup, c'est clair. Regarde, c'est quand même Jim Lee a quand même, dès qu'il arrive sur un comics, il laisse sa patte, on s'en souvient aussi parce que Jim Lee, sur Silence, voilà, bon, c'est quand même Jim Lee, c'est le papa, quoi. Oui, c'est moins marquant que, comme on l'a dit, par exemple, ce qu'on a pu trouver sur Arkham Asylum, c'est moins marquant. Mais, ou sur Noël. Où là, vraiment, tu sens qu'il y a un truc spécial qui se passe devant tes yeux en termes de dessin, mais ça reste quand même, voilà, Jim Lee, quoi, je veux dire. Mais en fait, les dessinateurs, je pense, qui arrivent à marquer l'univers de Batman, c'est les dessinateurs qui arrivent à te faire rentrer dans cet univers-là. Parce que Batman, il est quand même, des fois, avec certains dessinateurs, on a tendance à l'oublier, mais dans Gotham, qui est une ville où c'est clairement le chaos de base, et si le dessinateur arrive à te faire rentrer dans cette impression de chaos, ou dans cette impression de folie, comme c'est le cas dans Noël, par exemple, tu as forcément quelque chose qui va te rester en mémoire, quelque chose qui va forcément plus te marquer qu'un dessinateur entre guillemets lambda. Tu vois, par exemple, je pense à Gary Frank, qui est un excellent dessinateur, qui a dessiné sur Terrain, avec Jeff Jones, Batman Terrain, est un excellent dessinateur, mais en soi, il marquera pas l'univers de Batman comme a su le faire. Ouais, mais t'en as beaucoup comme ça, parce que...
T'en as beaucoup. Il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, c'est Alex Ross, par exemple. Ah oui, Alex Ross. Alors moi j'aime mais que pour les covers. Tu vois, lire des comics d'Alex Ross, j'ai vraiment du mal. Je trouve que ça. Ah ouais. C'est dommage parce que si tu aimes son style, ça apporte un vrai plus à ses récits, quoi. Il a fait une sorte de, je saurais pas te dire le nom, mais d'histoire où il y a même pas de bulle en fait. Ouais, c'est ça, Icon. Ouais. Qui est très beau. Hein. C'est très très beau. J'aime beaucoup ses covers, mais le dessin j'aime plus. C'est assez extraordinaire, c'est très marquant aussi. Kingdom Come, pour le coup, c'est un comics avec des bulles. Ça fait très bête quand je dis ça. Ouais. Moi, je veux des bulles. Mais tu as complètement raison. Les dessinateurs qui ont réussi à faire des trucs marquants sur Batman, on reste sur le personnage, mais ils ont aussi, et peut-être même avant tout, réussi à mettre en image Gotham. Et il y a une telle fusion, une telle symbiose entre le personnage et la ville que si tu fais un Batman et que tu n'arrives pas à rendre Gotham, ça passe pas, quoi. Exactement, Gotham vivant en fait. Enfin, clairement Gotham comme elle l'est, un Gotham dangereux en fait, où un type en chauve-souris se balade pour essayer d'aider les gens. Enfin, si t'as pas cette impression de danger quand tu lis le bouquin, tu te dis, tu as moins d'impact, d'importance, forcément. C'est super important. Et finalement, c'est aussi ce qu'ont exploré Morrison et McKean avec Arkham Asylum, parce que finalement, ils partent d'un lieu, et tu as une telle fusion entre le lieu et la psychologie de Batman que tu sais plus où tu sais plus si tu es dans l'asile, dans le cerveau de Batman, tu es dans un lieu à part. Dans Arkham Asylum, mais c'est ça qui crée l'univers de Batman et qui fait que Batman est si aujourd'hui époustouflant quand tu lis des comics, c'est si connu aussi, c'est pas pour rien. C'est parce que il y a tout un univers derrière. Si Daredevil était, je vais pas me faire des amis, mais Daredevil est moins emblématique que Batman aussi parce que Hell's Kitchen est sombre, mais ça n'égalera jamais Gotham en fait. Et aucune ville de super-héros ou de comics, je pense, n'égalera Gotham en fait, parce qu'il y a aujourd'hui un univers qui a été créé autour de ça qui est mythologique, quoi. Tout à fait. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, et on pourrait citer les auteurs qui ont écrit Gotham Central. Tu vois, avec... C'est ce à quoi je pensais quand tu parlais tout à l'heure justement de Gotham, exactement. Ouais, entre Greg Rucka et Bro Baker, qui font un travail mais fabuleux sur cette série, et c'est là où tu te rends compte que même sans Batman, mais rien que la ville et les personnages qui l'entourent, elles sont... Parce que c'est une ambiance de polar, et c'est ce qui est dans Gotham Central omniprésent, c'est vraiment cette ambiance de polar sombre ou de policier également qui fait que tu as toujours envie de savoir ce qui se passe dans cette ville, quoi. Ouais, carrément. C'est les bas-fonds, c'est vraiment ouais. C'est ça qui est bien aussi de Jim Lee justement, c'est qu'il dessine vraiment par exemple très détaillé quoi. Gotham est très très détaillé et moi c'est ce que j'apprécie avec Jim Lee en fait, par exemple. Ah mais aucun super-héros n'est un super-héros sans son super-vilain, hein. C'est très logique, mais Batman ne serait pas si emblématique sans Gotham, quoi. Clairement, ça va de pair en fait. Si tu mets Batman à Metropolis, tu vas vite t'ennuyer. Après c'est ce qu'ils font avec Vas-y Andrézy. Non, je t'en prie. Vas-y. C'est même plus trop de politesse. Ça, c'est que Batman, c'est un peu à l'instar que je disais de Daredevil, et tu as raison, mais c'est vraiment le personnage qui est attaché à sa ville. Et autant un personnage comme Superman vadrouille à travers toute la planète, et au final on s'en fout un peu, autant comme tu dis, Batman il est dans sa ville, quoi. Ouais, pourtant ils ont fait quelques séries où justement le concept même de la série, je pense à All Star Batman, il y a l'ancienne série All Star Batman où justement c'était Jim Lee, je crois, qui dessinait, et la nouvelle aujourd'hui qui est écrite par Scott Snyder actuellement, où justement le concept c'est d'avoir des histoires de Batman hors de Gotham, tu vois. Mais justement, ça plaît pas forcément, quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Parce qu'en plus, tu sens en plus que tu sais, et là, j'apprends rien. C'est depuis le début que Batman, il veut vraiment soigner la ville de Gotham, et il sait au fond de lui qu'il n'y arrivera jamais. Mais en fait, il le fait parce que la ville l'a fait souffrir à la base et qu'il a pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais au final, il est amoureux de cette ville et il pourra jamais la quitter, quoi. Enfin, clairement, il est devenu complètement, c'est le syndrome de Stockholm, en fait, hein, clairement. C'est.
Moi, il y a qu'un endroit où je continue à adorer les histoires de Batman, même s'il est pas à Gotham. C'est lorsqu'il se rend, par exemple, à Nanda Parbat pour oui, avec Ra's al Ghul, quoi. Tu vois. Oui, Bien ça sûr. c'est bien. Il y y a que dans parce que ce sont cet des univers-là, lieux quoi. mythologiques aussi. Ce sont des C'est lieux ça, de ça fait cette partie de sa mythologie, mythologie-là. ouais, exactement. C'est ça. Même si, du coup, le personnage de Ra's al Ghul, il est pas si vieux que ça. Hein. Il est pas si Non, vieux il a que été ça. créé dans les années. Les années Mais je crois que c'est 70. avec Neil Adams justement. Ouais, c'est ça, c'est Dennis O'Neill Ouais, c'est ça. et Neil Adams sûrement, ouais, qui l'ont créé, créé. Lui, Ouais. c'est eux qui ont créé Man-Bat aussi. Bref. Ah oui. Et juste pour le petit truc, moi un autre artiste qui a pour moi marqué la mythologie de Batman, c'est James Tynion 4 parce que voir Batman avec les Tortues Ninja, ça m'a fait kiffer. Voilà. Clairement, c'était génial, quoi. C'est vrai qu'elle elle est bien cette série. De toute façon, Ah, moi c'était j'adore trop cet drôle. artiste, Jameson Ford, il est. Il a bossé sur Eternal aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Batman Eternal, et là il est sur Detective Comics actuellement, et comme on l'a dit au début, Enfin, dans pour la moi, c'est première une des partie, meilleures séries de Rebirth pour moi. Ah ouais, clairement. C'est une des seules sur laquelle je suis assidu et c'est clairement une des meilleures séries de Rebirth. Et pourtant, j'y croyais, j'avais peur au début et il est très fort, cet artiste est très Ah fort. ouais, il est très très bon. Moi, je trouve qu'il est, il est régulier dans ce qu'il produit. Il arrive toujours à trouver une intrigue, on va dire, qui a un début, une fin, et en même temps, il y a un fil rouge sur toute sa série. Moi, je trouve, il est trop fort. Enfin, moi, j'adore cet artiste et du coup, Puis il dessiner continue, Alfred qui est en train de laver des pizzas dans la Batcave, c'est génial aussi. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne surprise ce petit crossover. Ils en ont refait un là, il y a pas longtemps qui a été édité chez Urban. Ah mais et j'aime qui a moins eu ces moins de dessins, tu moins de vois. succès, ouais. Ouais, j'aime moins les dessins parce que c'est Freddy Williams 2, si je dis pas de bêtises, sur celui avec James Tynion 4 et qui est un dessinateur que j'aime bien en plus, donc c'est cool. Bon, il a pas marqué la mythologie, mais c'était quand même très drôle et voir ça justement dans une ville aussi sombre que Gotham était très fun. C'est clair. Ah, et personne, justement, on parlait du coup des auteurs. Personne n'a évoqué Paul Dini, par exemple. Ah oui, exactement. Oui, Paul Dini, bah oui. Bien Qui, sûr. pour moi, qui reste, en ne serait-ce que par rapport à son rapport à la série animée avec Bruce Timm. Exactement, Bruce Timm, moi, ce que j'allais dire. Qui D'abord, restera, Paul Dini, on voulait te le laisser quand même. Oui, parce qu'en fait, tu nous Merci. fais parler depuis tout à l'heure, mais tu nous as pas dit qu'elle était. Ah, moi, je vous envoie dans des dans tes petits trucs. Moi, j'ai plein de noms que j'ai notés, mais il y en a qui n'ont Il pas a une liste de forcément. 400 noms, là, il attend qu'on ait terminé, il va tout balancer. Non, Si parce tu qu'il y veux en a aller- qui n'ont si pas tu veux aller forcément dans ce- marqué. Vas-y. Vas-y, non, parce que si tu veux aller dans cette direction-là, moi je sors Tim Burton. Ouais, je savais que c'était mon prochain point, tu vois. Tu m'as doublé sur la ligne d'arrivée. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas parlé des films, mais alors que certains auteurs de films comme Tim Burton ont marqué quand même gravement le personnage de Batman, quoi. Je dirais même Burton et Elfman. Parce que Ouais. j'arrive pas à les dissocier. C'est vrai, par rapport à tout ce qu'ils ont produit, l'un visuellement et l'autre. Et Nolan, vous avez pas aimé? Bah si, Oui. Nolan aussi a marqué quand même. Mais hein. oui, il a marqué. Mais c'est si on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur Gotham, je trouve que Burton a beaucoup mieux mis en image Gotham que Nolan. Nolan, il s'est vraiment focalisé, et très bien d'ailleurs, hein, sur le personnage de Sur le Batman. personnage. Et quand tu vois le Gotham de Burton, en particulier Oui. dans Batman Returns, c'est merveilleux. Merveilleux. Gotham est vivant. Bah, de toute façon, Gotham, partant du principe que c'est une ville gothique, avec Tim Burton, ça pouvait que coller, quoi. Enfin, Bah ouais, c'est clair. En fait, ouais, Burton a plus mis en avant, comme c'est un univers, Burton, il a plus mis en avant l'univers de Batman, tandis que Nolan s'est effectivement concentré sur la psychologie. pour moi, Avec après, le meilleur Joker héros en qui ait lui-même. jamais existé aussi. la performance d'Heath Ledger est fantastique, ouais. C'est clair. Yep. Après, il y en a qui n'ont pas aimé, hein. Moi, je sais que souvent Ouais, non, je sais mais aussi, ouais. de temps en temps, tu tombes sur des personnes qui ont Ah ouais pas du tout aimé cette version-là Ah, du il y en a Joker. beaucoup, il y en a énormément. Ouais, il y en a Ouais. Bah, elle est très différente des comics, hein, celle de Jack Nicholson, Joker de Jack Nicholson est beaucoup plus proche des Ouais, plus comics fidèle, ouais. que ça c'est clair. Ça Du- veut pas du dire coup, qu'il est meilleur ou pas, mais il est plus proche des comics, quoi. Ça, c'est sûr. Complètement. Est-ce qu'on va parler du
film Suicide Squad du coup? C'est la question que je me pose là. Ils ont pas marqué l'univers de Batman, là, on sait que David Ayer si, ils l'ont marqué, mais pas comme il faut, quoi. Non, parce qu'on pourrait aussi évoquer Joel Schumacher, mais je ne ferai pas cette offense. Non, c'est interdit. Parce que là, ça a quand même marqué un petit peu l'univers de Batman, mais bon. Ça a failli le tuer au cinéma, en fait. C'est ça. Ça lui a fait une pause de 20 ans dans le cinéma, quoi. Bon, Nico, dis-nous si t'as des artistes. Ouais, moi j'en ai plein, vous voulez qu'on en sort d'autres? Non, mais après, il y a des gros artistes aussi qui sont passés sur Batman, mais qui n'ont pas forcément marqué le personnage. Je pense à Mike Mignola, Darwin Cook, voilà, il y a plein d'artistes comme ça, Paul Pop, qui sont passés, mais qui n'ont pas forcément marqué le personnage ou l'univers de Batman, donc bon, on peut pas vraiment dire que ce soit le cas. Et non, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a parlé un peu des films, on a parlé de la série animée, il y avait que celle-là à sortir. Et puis on a fait le tour de pas mal d'artistes. Autre chose. Ouais. Qui c'est totalement hors sujet, mais qui, enfin pas vraiment, mais qui a aussi bien retranscrit, je trouve, l'univers de Batman, c'est les jeux vidéo sur Batman. Qui pour des jeux vidéo sur un super héros, parce que clairement des jeux vidéo sur des super héros, on en a eu un paquet, il y en avait beaucoup de pas bons. Les Arkham Asylum, Arkham City ont bien retranscrit l'univers de Batman, ça montre aussi à quel point l'univers de Batman est populaire en fait dans la culture populaire, mais générale en fait. Je suis sûr qu'on demande à notre grand-mère est-ce qu'elle connaît. Attends, je vais aller même son tiroir, quoi. Ouais, carrément. Je vais aller même plus loin que toi, c'est que tu vas dans des conventions, même dans la rue, tu vas croiser des gens avec un t-shirt de Batman. Exactement. Tu vas leur poser, et ça m'est arrivé plein de fois de leur dire, ah, mais toi, tu es fan de Batman? Et le gars me répond non, quoi. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est un élément de pop culture, en fait. C'est une icône, c'est une emblème. Et grâce aux films, grâce aux jeux vidéo, grâce à tout ça, la série animée et aux comics, mais au final, tristement, minoritairement, grâce aux comics. C'est ce que je veux dire, c'est comme les films Marvel, parce que d'ici au niveau des films ils sont pas ouf, mais Marvel qui font des box-office et des scores de fou. Combien n'ont jamais lu un bouquin dans les 900 millions, je sais pas combien. Ah ouais, c'est clair, mais beaucoup, ouais, c'est clair. C'est clair. Enfin, comics en tout cas sur le super-héros, et c'est aussi ce qui contribue à cette mythologie-là et au fait que ce soit si emblématique et qu'aujourd'hui on est je sais pas combien, presque 1000 numéros de Detective Comics, je sais pas si on les a passés, non, c'est ça? Non, pas encore. Non. Pas encore. Ça, c'est Action Comics, ça, qui arrive. Ouais, ça, je sais que Superman est arrivé à 1000, ouais, mais... Enfin, voilà, Detective Comics, c'est pour bientôt, mais pas encore. Ouais, non, c'est clair. Et tu revenais, du coup, sur le jeu vidéo. Je me dépêche, parce que j'avais dit qu'on ferait à peu près 1 heure de podcast, mais on va dépasser. C'est pas grave. Tu parlais des jeux vidéo sur Batman Arkham qui ont marqué, justement, l'univers de Batman aussi, par leur réalisation et par leur réussite. Et d'ailleurs, les scénarios des 2 premiers Arkham Asylum et Arkham City que t'as cité, c'est Paul Dini derrière. Ah bah tu vois, je fais un rapprochement sans le faire exprès. Ouais. C'est pas beau. C'est magnifique. Et en particulier, ces jeux brillent aussi par le fait que la ville de Gotham est parfaitement retranscrite. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait dans Arkham Asylum, clairement c'est quelque chose d'assez limité. Je crois que le jeu est de 2008 si j'ai pas de bêtises, et dans Arkham 2007, City, bah du coup comme l'indique le nom, on peut se déplacer dans la ville, et la ville est mais vraiment c'est très marquant en fait, cette noirceur, c'est sombre, c'est glauque en fait. Même en Batman t'oses pas vraiment aller par terre, quoi, tu restes sur les toits, quoi. Donc c'est clair. C'est ça qui est magnifique avec Batman. On peut être réfractaire à l'univers de DC, mais Batman c'est clairement quelque chose qui, je pense, concilie tout fan de super-héros tellement c'est marquant, quoi, tellement c'est fort. Batman, c'est Batman, quoi. Il y a rien à dire. Ouais, mais c'est exactement ça. On peut ne pas aimer, mais on pourra pas dire qu'il n'y a pas une ambiance folle, quoi. C'est comme les gens qui aiment pas l'OM, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ben moi j'aime pas forcément l'OM, mais au Vélodrome il y a une grosse ambiance. Mais Batman c'est pareil. Pareil. Quelle jolie métaphore. Il aura réussi. Comparaison. C'est ça, il aura réussi. Mais du coup, je pense qu'on peut conclure ce débat sur cette jolie phrase. Mais du coup, j'aimerais vous proposer un petit jeu pour terminer notre podcast. Parce que comme vous m'avez dit que vous aviez révisé et tout, et que là on est chaud. Pas vraiment révisé, on a cité plein d'auteurs et tout, là on est super chaud. Je vous propose Non, ça va être super facile.
J'ai 5 auteurs à vous faire deviner. Donc j'espère que vous êtes chaud. Je vais vous demander juste une chose, c'est pour que je puisse savoir qui répond. Vous dites votre prénom ou votre pseudo dès que vous avez la réponse et comme ça, je vous passe la parole. Ça va pas être très dur, je pense. Pourquoi? Après le Burger Quiz, c'est le Parce Batman que je suis une Legend fille, quiz. donc on distingue ma voix quand même. Ouais, oui, pour toi, mais bon, oui, on reconnaît vos voix, mais bon, c'est pour. Je préfère parce que D'accord. sinon tout le monde parle en même temps, et après on s'en sort plus. Et Ok. et je vais la jouer un petit peu à la Julien Lepers, ok? Donc je commence à vous présenter l'auteur et vous C'est la main noire. je vous Il faut présente deviner l'auteur, en fait. et vous devez trouver voilà, c'est un scénariste ou un dessinateur. Je vous laisse la surprise. C'est bon, tout le monde est chaud? Vous êtes prêts? Allez. Yes. Allez, ok. Alors, on passe le bonjour au Dom Tom déjà et on démarre. Alors, prêt? Top, c'est parti. Je suis un dessinateur, principalement connu par les fans de Batman pour un seul de mes travaux sur le personnage. J'ai accompagné un grand scénariste qui a le don de provoquer la communauté et surtout l'industrie des comics. Nous avons travaillé ensemble en 1988 sur une histoire qui a pour vocation de montrer... Aliénor, pardon. Vas-y, Bah, c'est Dave McKean. Non. perdu. Merci. Sur une... Nous avons travaillé Bah, il ensemble travaille en avec 88 Rock Miller, déjà. sur une histoire qui a pour vocation de montrer qu'une seule journée peut changer un homme bon. Cette histoire est même considérée comme l'une... Ouais, Brian Bolland. bien joué. Brian celui Bolland. Ouais, Considéré j'étais- comme l'une J'ai des hésité, histoires en les plus. plus remarquées sur le personnage du Joker, je suis Brian Bolland. 1 point pour Aliénor. Bien joué. Allez, question suivante. Vous êtes prêts? Tudum. Qui c'est qui prend la main? Non, c'est pas ça. Non. Allez, c'est parti. Dessinateur et scénariste, né le 25 septembre 1970 aux États-Unis. J'ai publié en 2006 une histoire de Batman que certains considèrent dans la même veine que The Dark Knight Returns de Miller. Cette histoire se déroule dans un lointain futur, 2039 pour être précis, et me permet de recevoir 2 Eisner Awards en tant que meilleur scénariste et meilleure série courte pour cette mini-série Batman. Presque homonyme de l'animal qui prédisait les résultats de la Coupe du Monde de football 2010, je suis. Ah, attends, la Coupe du Monde 2010, l'animal, c'était quoi? Parce que c'était Paul Le Poulpe en 2006. Ouais. Non, c'est 2010, ça. C'est lui. Ah ouais? Ouais. Ah, Paul Dini? Non. J'en sais rien. Presque homonyme. C'est-à-dire qu'il y a pas grand chose près, c'est le bon nom. Voilà. Vous l'avez ou pas? Sûr. Ouais. Batman dans le futur. Un truc assez politique en même temps et Voilà. Hein. il est un peu dur celui-là, faut l'avoir lu. Il est sorti chez Urban il y a quelques mois. Moi, je connaissais Pepe Moreno qui avait fait. Ah si, c'est pas Justice Anne. Digitale, mais- Non, c'est pas ça. Si, je vais dire Anne naissant, mais un truc comme ça, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, je vous le donne. Ouais. C'était Paul Pop. Ok. D'accord. Voilà. Paul Pop, vous avez pas vu le Et récit qu'est-ce qu'il a écrit, du coup? Batman un naissant? Mais c'est ça, Ah, ouais, bah, naissant, c'est ce ça, que je viens de dire, ouais. c'est- Ah, ouais. pardon, je croyais que tu me disais un artiste Ah, j'ai qui dit Anne s'appelait... naissant, ouais. Ah oui, oui, c'est ça, Ah, naissant, ouais. c'est Mais pas je voulais l'auteur, c'est Paul Pop. Non, mais j'avais pas le nom de l'auteur, hein, très sincèrement. Ok, bon, tant pis. Un point de perdu, les gars. Question numéro 3. Énorme dessinateur écossais, âgé aujourd'hui de 45 ans, je suis notamment connu par les fans de Batman pour avoir travaillé avec Scott Snyder et Tom King. Ludo. Ouais. Capullo. Non, Mm. il est pas écossais, Capullo. Ah Ah. oui, t'as raison. J'ai également travaillé chez 2000 AD sur des aventures de Judge Dredd et obtenu 2 entrées au Guinness World Records, dont la plus rapide production d'un comic book, en compagnie d'autres artistes comme Dave Gibbons, John Romita Jr. et Mark Millar. J'ai également travaillé dans le milieu du cinéma, notamment dans les concept art des films Hancock, Dredd ou Batman Begins, en plus d'avoir produit de nombreux prints pour Mondo. Mon véritable nom est Mark Simpson, mais j'utilise un pseudonyme de quelques lettres dans le milieu des comics qui ressemble presque au nom du plus grand ennemi de Batman. Je suis... Ah, Aliénor. Joke. Joke, ouais. Ah, j'ai dit mon nom d'abord. c'est vrai Ouais, qu'Anaïs elle est a dit pour toi. son pseudo juste Non, avant. je rigole. Non, elle est forte. J'adore en plus celui-là. Oh là là. C'est Ouais, ça. très très fort. Sur Sombre Reflet, il avait bossé. Ouais, avec Snyder sur Sombre Reflet, ouais. Exactement. Et Tom ouais, c'est King, ça. Putain, je sais pas pourquoi j'y ai pas sur, pensé, quoi. Et ouais. Allez, c'est Sombre parti. Reflet, c'est quand Nightwing il prenait la place de Batman. Ouais, c'est ça. C'était très bien ça. C'était cool, ça. Hein. Le dessin est super. Ouais. Ouais, Avec c'est fort, le fils de Gordon.
Ah, mais Joke, il est beaucoup trop fort, ce type. Ah ouais, il est monstrueux. Ouais, clairement. Allez, on continue. Scénariste de comics et romancier américain de 48 ans, je suis associé à de nombreuses séries de comics Batman, ayant un talent certain dans l'écriture des personnages féminins qui m'ont valu l'obtention de plusieurs prix Eisner, ou Eisner, je sais pas comment on dit, et le prix Eisner. Harvey. Ouais, Eisner. Et le prix Harvey pour ma série policière sur Batman. J'ai également travaillé sur des séries comme Wonder Woman. Greg Rucka. Ouais, bien joué. J'ai également Bravo. travaillé sur des séries comme Wonder Woman chez DC et Elektra chez Marvel. Avec un certain succès, je suis Greg Rucka. Elle nous met une branlée, laisse tomber. Putain les gars, vous prenez 3-0 quoi. Allez, dernière question les gars, c'est la dernière question pour sauver votre honneur. C'est parti. Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et podcasteur américain né le 2 août 1900... Nico de Batman Legend. Non, je suis pas né le 2 août 70. Je suis pas réalisateur encore, ni scénariste, ni producteur. T'es producteur, scénariste et réalisateur de podcast. C'est ça. Alors, je reprends. Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et podcasteur américain né le 2 août 1970. Je suis notamment reconnu pour mon humour qui a fait le succès de mes podcasts et conférences. Grand fan de la pop culture, j'ai chance de réaliser 3 épisodes des séries TV The Flash et Supergirl. Au niveau des comics, j'ai tout de même travaillé sur de grands noms comme Superman, Daredevil, Green Arrow, mais surtout Batman. Une série qui m'aura valu en France le titre de personnalité la plus détestée du youtubeur, le commis des comics. Je suis... Ah si, je l'ai, c'est Kevin Smith. Ouais. C'est l'indice sur le commis des comics qui t'a mis la puce à l'oreille. Cédric, exactement. Ouais. Exactement, Kevin Smith. Et j'ai joué. C'est bon. C'est bon, t'as fait un point. Bon, Andrézy, tu restes dernier avec 0 point du coup. Ah ouais, j'avoue. Bravo, C'était pas si facile que ça quand même. Hein. Non, c'était un peu dur. Mais bon, il fallait bien relever un petit peu le truc. Fallait que ça soit un peu pimenté. Ouais, mais après, avec Bruno, tu sais, on est galant, on voulait pas... c'est ça. Ouais, félicitations, Aliénor, Ouais, bravo. T'as écrasé la concurrence. Voilà. T'as gagné ton poids en batarang en chocolat. C'est ça. Tu m'enverras ton adresse, je te ferai livrer tout ça. Ok, merci. Bien joué. Sur ce, j'ai envie de dire, on va se quitter. À moins que vous ayez une autre réplique à sortir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous pour l'invitation. C'était très sympa de parler de merci Batman à toi, et de c'est son que t'es univers. toujours le bienvenu. C'est toujours cool de venir sur vos podcasts, le blog de Batman Legend. C'est tout ce que j'ai à dire. Super, merci à toi. Beaucoup. Mais merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous, merci à toi. Trop de merci. Hein. Super, bon allez, sur ce on va libérer tout le monde. Merci à tous d'avoir participé au podcast, merci à tous de nous avoir suivis pendant plus d'1 heure. Félicitations encore à Aliénor pour ce grand succès. On se retrouve bientôt sur le site pour de nouvelles aventures de Batman. À très bientôt, ciao ciao. Ciao, Au revoir. Au revoir.